Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dans un instant, on attend les déclarations du Premier ministre Michel Barnier qui va s'exprimer dans quelques minutes dans une déclaration conjointe faite à Matignon et reçue par les présentateurs des 20h de TF1 et de France 2. En attendant, je salue mon camarade du service politique d'Europe 1. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et nous accueillons Charles Rodwell. Bonsoir Charles Rodwell. Bonsoir, merci pour votre invitation. Député EPR des Yvelines. Et bonsoir à vous Laurent Jacobelli. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Quand vous entendez Emmanuel Macron, je viens de le dire, affirmer ne pas croire au vote d'une censure du gouvernement de Michel Barnier, de dire que sa priorité c'est la stabilité et surtout de dire que le Rassemblement national serait d'un cynisme insoutenable s'il votait cette motion déposée. On parle de la motion déposée par la gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, je répondrai au président de la République que ce n'est pas du cynisme que de respecter la parole que l'on a donnée à ses électeurs, celle de respecter le pouvoir d'achat, de défendre le fait de pouvoir avoir une entreprise sans être matraqué fiscalement et de vivre une retraite heureuse avec une retraite indexée sur l'inflation. Évidemment, nous tiendrons parole. Ça peut étonner, le président de la République qui, je crois, n'a jamais tenu les siennes. Mais pour nous, c'est une valeur cardinale de l'engagement politique que nous menons. Le président de la République doit réaliser que oui, bien sûr, il y aura une motion de censure votée dès demain, que le Premier ministre et le gouvernement devront démissionner. Et le président... Vous allez en voter deux en l'occurrence, la vôtre et celle du NFP. Techniquement, nous voterons la première. Si la première passe, il n'y en aura pas une deuxième. Bon, enfin, vous savez que celle du RN, théoriquement, enfin je veux dire, je suis pas de boule de cristal, mais ne devrait pas avoir suffisamment, ne devrait pas recueillir 289 députés. Vous avez tout à fait raison, mais nous ne serons pas sectaristes, vous savez, sectaires même plutôt, pour ne pas employer de néologisme. Mais simplement, nous n'allons pas voter un texte de la LFI, nous allons voter une censure contre le gouvernement, un gouvernement qui veut créer 40 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires, un gouvernement qui ne veut pas indexer les retraites, un gouvernement qui va créer 1,5 milliard d'impôts pour les entreprises et de taxes en plus. Eh bien, nous ne pouvons pas le faire. C'est tout simplement contraire à nos principes et contraire à l'intérêt de la France. Permettez-moi de vous lire un extrait de la motion de censure du nouveau Front populaire que vous vous apprêtez à voter. Alors qu'une large majorité de nos concitoyens et concitoyennes ont fait le choix du barrage à l'extrême droite lors des élections législatives, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique de l'année dernière et une remise en cause de l'aide médicale d'État qui apporte humanité et dignité à ceux qui foulent notre sol et une mesure essentielle pour tous de santé publique. Voilà ce que vous apprêtez à voter demain. Non, nous nous apprêtons à voter la censure du gouvernement. Vous savez, c'est ça. Mais c'est un piège énorme qui nous est tendu, le piège de la France insoumise, le piège qui dit, eh bien, nous allons tout faire pour que vous ne votiez pas la motion de censure et puis que vous vous retrouviez cornérisé. C'est-à-dire que non seulement... Mais quel intérêt les pour vous et quel intérêt pour LFI au gouvernement ne sont pas acceptées, mais en plus, vous n'aurez pas voté la motion de censure. LFI veut être, je ne sais pas, une espèce d'opposition unique et oublier qu'ils sont finalement assez isolés. Non, nous allons être raisonnables. Et vous allez voter ça ? Nous allons voter la motion de censure de Michel Barnier. Nous avons essayé jusqu'au bout de défendre l'intérêt des Français. Nous avons espéré jusqu'au bout un réveil du Premier ministre. Malheureusement, il a été, je crois, très mal conseillé, notamment par les macronistes, dont on se demande vraiment s'il voulait sauver le Premier ministre ou au contraire lui mettre un coup de couteau dans le dos. Mais on est dans cette situation aujourd'hui. On a le choix entre deux situations. Soit voter une motion de censure dont le texte est effectivement tout à fait scandaleux, mais est à la limite... Qu'est-ce que ça peut nous faire puisque ce qu'on vote, c'est pas avec LFI, donc mais c'est technique plutôt que politique. Exactement. Soit accepter des hausses d'impôts supplémentaires pour les Français. Vous savez, nous, on aurait préféré que le gouvernement soit plus raisonnable, ne pas avoir à voter de censure et protéger les Français. Il ne l'a pas voulu. Charles Rodwell. Alors, Laurent Jacobelli parle de respecter les engagements pris devant ses électeurs. Oui. Le RN en a pris un certain nombre lors des dernières élections législatives et le RN s'apprête à provoquer le chaos avec les amis de Jean-Luc Mélenchon et de Mathilde Panot plutôt que de soutenir la politique migratoire de Bruno Retailleau. Le RN s'apprête à voter la censure contre la politique migratoire la plus à droite de la Ve République en votant la motion de censure de LFI. En indiquant clairement l'exemple que vous venez de donner par écrit. Je crois vraiment que c'est un signe, malheureusement, du mépris ou une forme de mensonge vis-à-vis des promesses qui ont été faites lors des dernières élections législatives. Nous avions pris l'engagement de soutenir un gouvernement
qui aurait une politique migratoire forte et qui porterait un budget de vérité difficile, mais qui serait destiné à rétablir les comptes publics. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons Michel Barnier demain, et j'espère dans les semaines et dans les mois qui viennent. Soutenir les comptes publics avec les hausses d'impôts que vous avez prévues ? En l'occurrence, moi j'ai le sentiment, depuis ces 3 dernières semaines, et vous avez eu la gentillesse de m'inviter à ce sujet, de justement dans le débat parlementaire, les baisser. Je vous prends un exemple parmi d'autres, ce qui d'ailleurs indique plutôt bien l'état d'esprit dans lequel travaille Michel Barnier. Il nous avait proposé une copie initiale avec la hausse du coût du travail de 4 milliards d'euros. Dans les débats parlementaires et avec les mesures d'économie que nous avons proposées, car lorsque nous avons demandé des choses à Michel Barnier, nous les avons compensées par des baisses de dépenses. Nous avons fait baisser ce coût du travail de 2,4 milliards d'euros dans le texte révisé. C'est bien une logique, à mon avis, différente dans le travail parlementaire que celle qui est portée par le Rassemblement national, parce que quand nous demandons des baisses par rapport au projet initial, nous avons des baisses de d'économie qui sont associées, chers collègues, contrairement à ce que vous vous apprêtez à faire, à savoir voter la motion de censure de la France Insoumise. Je sais que ça fait mal, mais honnêtement, il y a une forme... Je suis très serein. Je sais ce que je vois. Vous êtes serein de voter la motion de censure proposée par LFI. Et je trouve que ça provoque en tout cas chez moi une forme d'étonnement. Chers collègues, très respectueusement, si je vous dis que je vais vous voler 100 € et que finalement j'accepte de ne vous en voler que 40, je vous prends quand même 40 €. Donc vous nous expliquez que de 4 milliards, on est passé à 1,5 milliard d'augmentation du coût du travail pour les entreprises. C'est 1,5 milliard de trop. Donc vous baissez la hausse, mais vous augmentez quand même. Et puis, je rappelle que dans vos amendements, vous avez proposé de renforcer la surcharge liée. Laissez répondre Laurent Jacobelli. Sur l'immigration, nous avons proposé lors de notre niche parlementaire, c'est le jour où on a le droit de proposer des propositions de loi. Et nous avons proposé le retour de la double peine, c'est-à-dire qu'un étranger qui viole, qui tue, qui ne respecte pas nos lois, une fois qu'il a purgé sa peine de prison, doit rentrer chez lui. Je suis d'accord pour vous pour une politique migratoire plus dure. Mais pourquoi la censurez-vous ? Excusez-moi. Qu'a dit le ministre chargé de la sécurité de proximité ? Il a dit oui, effectivement, il faut le faire. Oui, évidemment, c'est intolérable que des étrangers qui tuent soient en France. Mais nous ne voterons pas votre proposition de loi, grosso modo, parce que vous êtes le Rassemblement national. Donc vous voyez, vous avez vous-même limité votre action et vous avez vous-même créé un hiatus, finalement, entre votre parole et les actes. Ce qui fait qu'on ne peut pas vous croire. Parce que quand on vous propose un projet, vous le refusez. Vous parlez... Je voudrais juste rebondir sur ce point très rapidement. Il y a Alexandre Chauveau qui voulait vous poser des questions. Je laisserai ensuite immédiatement Alexandre Chauveau parler. Vous parlez d'hiatus entre les paroles et les actes. Dans ce budget, nous baissons le budget, par exemple, de l'aide médicale d'État et nous augmentons le budget du ministère de l'Intérieur de 750 millions, notamment pour financer le renforcement de nos forces de l'ordre, du contrôle aux frontières et la rétention administrative. De combien vous baissez le budget de l'AME ? C'est ce budget de un peu plus de 200 millions d'euros, amendement déposé au Sénat dans le texte qui serait validé en CMP si vous ne le censuriez pas. Vous vous rendez compte que c'est une paille au moment où vous demandez le déremboursement des soins pour les Français, c'est 1,3 milliard que ça coûte. Mais c'est une paille. Mais 1,3 milliard. Pourtant, il faut supprimer l'AME. Faites-le, vous en avez parlé. Supprimer l'AME ? Alors ça, je pense que c'est un débat philosophique entre nous. Moi, je ne souhaite pas la suppression de l'AME, tout simplement parce que si vous avez des pathologies venues d'ailleurs qui s'accroissent sur le territoire français, des maladies qui seraient venues d'ailleurs dont seraient atteintes ensuite les Français, il faudrait que vous expliquiez à ces Français pourquoi ils ont été atteints. Moi, je ne souhaite pas la suppression de l'AME. En revanche, je souhaite sa réduction massive vers un panier de soins dédié aux soins d'urgence. C'est la raison pour laquelle je soutiendrai le budget qui baisse, le budget de l'AME. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, vous voterez là encore une fois la motion de censure de LFI pour faire tomber ce budget. Alexandre Chauveau, du service politique d'Europe 1. Oui, une question pour Charles Rodwell. Comment vous jugez la méthode de Michel Barnier, ses négociations avec le Rassemblement national ? Laurent Jacobelli, vous disait à l'instant et Marine Le Pen l'a dit, qu'elle s'était sentie méprisée par le Premier ministre. On le présentait comme un négociateur. Il a négocié notamment la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que vous faites partie de ceux au sein de la Macronie qui disent que Michel Barnier aurait dû lâcher davantage au Rassemblement national, et de manière globale, comment vous jugez la méthode de négociation du Premier ministre ? Alors vous avez prononcé un mot important, c'est le mot mépris. Et je crois que l'une des grandes forces de Michel Barnier, c'est qu'il n'a jamais eu de mépris pour un électeur, quel que soit le parti pour lequel il votait, notamment pour les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Et je pense, pour faire un aggiornamento, que la raison pour laquelle nous avons perdu les élections législatives, c'est que nous n'avons pas toujours su entendre, écouter et nous poser pour entendre les demandes qui étaient faites par des millions d'électeurs en France, les nôtres, et aussi ceux de la gauche et les électeurs du Rassemblement national. Je ne peux évidemment pas commenter les discussions, parce que je n'y étais pas, de Matignon, ou les éventuelles discussions de Matignon avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Je peux juste témoigner des discussions qu'il y a eu entre Michel Barnier et notre propre groupe politique, qui depuis 3 mois sont des discussions, depuis 2 mois, pardonnez-moi, qui sont des discussions franches,
de travail. Je vous ai cité l'exemple sur le coût du travail, je peux vous en donner d'autres, qui ont été parfaitement ouvertes, mais il nous a demandé une chose, c'est que si nous demandions des baisses de recettes, comme l'exemple sur le coût du travail, il fallait en échange proposer des baisses de dépenses et des économies. C'est ce que nous avons fait. Et malheureusement, mais peut-être que Laurent Jacobelli me contredira sur ce sujet, ce n'est pas ce que j'ai constaté dans les propositions qui étaient faites par les parlementaires du Rassemblement national. Alors c'est dommage que vous ayez mal lu, parce qu'on a proposé d'abord un contre-budget où il y avait une colonne dépenses et une colonne recettes. Alors j'ai lu, j'étais inquiet. Et où nous mettions en priorité le fait de dégraisser le train de vie, le mammouth en fait, et de diminuer le train de vie de l'État, notamment avec l'AME, j'en ai parlé, avec les comités Théodule, avec les aides au développement à des pays improbables. On aide la Chine au développement, c'est-à-dire qu'on aide notre principal concurrent à se développer, ce qui est aberrant. Il y avait comme ça toute une série de mesures qui venaient compenser des renonciations, des renoncements, décidément, j'invente beaucoup de mots ce soir, des renoncements à des hausses de taxes. Tout était équilibré et il y avait même un petit surplus de 1,6 milliard d'économies supplémentaires. Lorsque nous sommes passés de 57 mesures à 3 dans une négociation, nous les financions aussi. Or, ça n'a pas été accepté par le gouvernement. Et c'est un vrai problème d'ailleurs, qu'il ait eu recours à l'impôt, comme l'aurait fait un vieux classique socialiste, plutôt qu'à la diminution de la dépense de l'État. En fait, M. Barnier se présente comme un homme de droite et nous présente comme un budget de gauche, en fait, où on tape les classes moyennes et où on tape les entreprises. S'il vous plaît, Charles Rodwell et Laurent Jacobelli, on va quitter... je rebondirai après sur ce sujet. Vous rebondirez sur l'économie, si vous voulez, à l'instant. Mais je voudrais qu'on écoute Michel Barnier, qui est justement en train de répondre aux questions des journalistes de France 2 et de TF1. Voici ce qu'il dit à propos de l'importance de ce moment politique. C'est en effet possible, ça dépend des députés qui chacune a une part de responsabilité devant les Français, devant les électeurs de sa circonscription, et puis devant la France aussi, qui est dans un moment assez grave. Je pense que c'est possible qu'il y ait ce réflexe de responsabilité où, au-delà des différences politiques, des divergences, des contradictions normales dans une démocratie, on se dise qu'il y a un intérêt supérieur. Moi, je pense que l'intérêt supérieur du pays, le bien commun, l'intérêt national, ça veut dire quelque chose. L'intérêt commun, ça veut dire quelque chose. Il a ajouté, ce n'est pas un vote pour ou contre Barnier. Ça n'est pas, voilà, il pense que c'est possible, qu'il y a une possibilité de comment dirais-je, d'éluder ou de ne pas voter cette censure. Donc c'est un appel, une main tendue que dit Michel Barnier. Et à l'instant, on l'a vu, pendant que vous parliez d'économie, il avait chaussé ses lunettes et Michel Barnier a lu exactement la même phrase que je vous ai lue sur les villes obsessions, etc., que vous vous apprêtez, encore une fois, à voter. On a compris que peu importe, que en attendant, c'était plus technique que politique. Est-ce que vous pensez, Charles Rodwell, qu'il y a encore, comme le pense Michel Barnier, une possibilité qu'on ne vote pas cette censure ? On est peut-être les moins bien placés pour y répondre parce que nous ne voterons évidemment pas cette censure puisque nous soutenons Michel Barnier. Et même si Laurent Jacobelli est face à moi, on a souligné l'irresponsabilité, selon moi, du Rassemblement national que de voter une motion de censure de LFI, notamment pour faire tomber la politique migratoire de Bruno Retailleau, au mépris des engagements pris vis-à-vis de leurs électeurs. Je pense qu'il est important de souligner aussi, mais l'incohérence et l'irresponsabilité absolue du Parti socialiste, qui depuis 2 mois désormais nous explique qu'il vaut mieux négocier avec la France insoumise, la politique communautariste et islamiste de la France insoumise, la politique pro-Hamas de la France insoumise dans le cadre du nouveau Front populaire, plutôt que de ne laisser qu'une marge étroite de négociation avec nous. Et donc je crois qu'il n'est pas trop tard. Je lance une nouvelle fois un appel au réveil au Parti socialiste. Nous avons des désaccords profonds. Je n'ai jamais été adhérent de ce parti, mais ce parti dans l'histoire a été un parti de gouvernement. Et aujourd'hui, je crois qu'il déçoit et même qu'il crée une abjection, j'invente aussi quelques termes, vis-à-vis de ses électeurs. Ça, c'est votre côté britannique, ça doit exister en anglais, peut-être pas en français. 20h27, je suis obligé de vous couper, Charles Rodwell, mais vous revenez avec Laurent Jacobelli après une première pause. Vous signalez aussi que Pascal Praud vous donne rendez-vous 2 fois par jour sur Europe 1. D'abord l'heure des pros, 9h, 9h30, codiffusion avec CNews, et ensuite 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et vous appelez le 01 80 20 39 21 pour participer à l'émission. Le numéro est non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Charles Rodwell et Laurent Jacobelli pour commenter l'intervention de Michel Barnier qui en était à parler. On va entendre un petit sonore dans quelques instants sur le marchandage et le chantage éventuel avec Marine Le Pen, mais d'abord une question d'Alexandre Chauveau. Oui, pour Laurent Jacobelli, Michel Barnier vient de le pointer dans son interview à TF1 et France 2. Il rappelle que dimanche, dans une interview à la Tribune, Marine Le Pen dit
au sujet des fameuses lignes rouges. C'est soit le déremboursement des médicaments, soit la réindexation des retraites. Michel Barnier dit « Ok, avec mes équipes, je regarde ce que je peux faire ». Il lâche le déremboursement des médicaments. Et derrière, Marine Le Pen et votre groupe dites que finalement, ce n'est pas assez. Comment, dès lors, vous pouvez contester les accusations en surenchère? Et avant que vous répondiez, on écoute Michel Barnier sur ce sujet. On n'est pas dans du marchandage, on n'est pas dans du chantage. Il y a eu marchandage. Il n'y a pas de marchandage. Il y a eu une écoute, du respect. J'ai pris ce texte que nous parlons demain qui va être soumis à cette motion de censure parce que c'est le seul moyen que j'ai de le faire adopter. Il est très important. Il était l'objet, je l'ai construit en 15 jours. J'ai toujours dit que ce texte était perfectible, qu'il n'était pas définitif et qu'on l'a amélioré. On a écouté tout le monde et on a donné des avancées, des progrès sur beaucoup de points. Encore hier matin, sur le déremboursement des médicaments, où j'ai précisé des choses pour dire qu'il n'y aurait pas de déremboursement. Vous avez précisé sur le communiqué parce que c'est elle qui m'en a parlé. Mais ça a donné l'impression que vous ne négociez qu'avec Marine Le Pen. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce que dénoncent aussi les cette revendication, cette idée de ne pas dérembourser, elle était aussi dans les propositions de la gauche. Oui. Voilà donc les propos de Michel Barnier. Pour appuyer la question d'Alexandre Chauveau, on a l'impression d'être un peu au souk. Pardonnez-moi, Laurent Jacobelli. Non, je pense qu'on est dans une démocratie mature et nous, depuis le début, nous avions donné les conditions de non-censure de notre part d'un Premier ministre, pas de censure a priori. C'est pour ça que M. Michel Barnier a été nommé, il correspondait à tous les critères, il avait le temps d'agir et nous avions mis des lignes très claires sur effectivement l'indexation des retraites, le remboursement des soins et la taxe sur l'électricité. Et Marine Le Pen avait précisé que ce n'était pas cumulatif. Je me souviens très bien d'une interview chez nos confrères de RTL où elle disait on sait très bien que Michel Barnier ne pourra pas tout reprendre. Non, il ne pourra pas prendre nos 57 mesures, mais ça nous le savions, c'est normal, nous ne sommes pas majoritaires, nous ne sommes pas au gouvernement. C'est pas ce que vous lui demandez. Mais lorsque nous avons réduit... C'est pas ce que vous lui demandez, Laurent Jacobelli. Non. D'appliquer vos 57 mesures. Bien sûr que non. Non, mais bien sûr que non. Ça va mieux en le disant. Mais bien sûr que non. Et nous avons réduit au strict minimum vital pour nous à 3 mesures qui, elles, étaient cumulatives. Alors, c'est pas ce que dit Marine Le Pen dimanche. C'est pas ce qui est écrit dans la tribune, mais c'est ce qu'elle lui a toujours dit, et c'est ce qu'elle a toujours dit publiquement. Reprenez toutes les autres interviews de Marine Le Pen. Vous savez que les interviews sont en général relues par les partis. Et de ses porte-paroles, vous verrez qu'on a toujours dit « et ». Il se trouve que le Premier ministre a commencé à nous écouter samedi, 3 ou 4 jours avant la présentation du texte. C'est quand même très court. Que dimanche, nous apprenions par la presse, vous citiez la presse, pas de la bouche du Premier ministre lui-même, par 2 de ses ministres, que c'était fini. Le Rassemblement national, il fallait plus l'écouter. C'était M. Saint-Martin et M. Armand, 2 ministres macronistes de Bercy. Qui, je crois, ont été recadrés, en tout cas pour ce qui concerne M. Armand. Au tout début. Donc comment voulez-vous que nous comprenions les choses quand on nous dit maintenant vous vous taisez, vous acceptez, ou alors vous n'avez plus rien à dire. C'est quand même très compliqué dans une négociation. Donc évidemment, nous avons pris nos responsabilités. On ne veut pas nous écouter. C'est un choix, il est respectable. Le Premier ministre veut marcher seul. C'est un choix, il est respectable. Il en tirera les conséquences. Et nous aussi, c'est pas plus compliqué que cela. Qu'est-ce que vous dites par exemple aux auditeurs qui peuvent penser que dans tous les cas, Marine Le Pen voulait se payer Michel Barnier pour X ou Y raison et que même s'il avait lâché par exemple les retraites, ce qui est je crois 3 milliards sur plus de plusieurs dizaines voire centaines de milliards d'euros du budget. 0,5% du budget de la sécurité sociale et une fois encore nous avions mis en face les économies pour le financer. Vous pouvez dire que si Michel Barnier avait lâché les retraites, vous n'auriez pas voté la censure? Oui, je vous le dis. Je vous le dis, c'est très clair. Vous savez, nous avons toujours voulu à la fois la stabilité et la protection des classes moyennes et du pouvoir d'achat. Si nous avions pu avoir les deux, nous aurions été les plus heureux des députés. Évidemment, nous avons conscience que ce n'est pas notre gouvernement, que Michel Barnier n'est pas encarté au RN, qu'il vient des LR, c'est un peu curieux d'ailleurs, parce qu'ils n'ont que 47 députés, mais c'est comme ça, et que du coup, on ne pouvait peut-être pas obtenir plus, mais nous aurions au moins préservé le quotidien des Français. Une fois encore, il ne l'a pas voulu. Et donc, à contre-cœur, parce que c'est compliqué de voter une censure. C'est pas quelque chose que l'on fait sans gravité. De gaieté de cœur. Mais nous voyons contraints de le faire parce que nous avons un engagement avec les Français et que nous pensons que ce budget est mauvais. Charles Rodwell. Alors Laurent Jacobelli manifestait son incompréhension. Je crois que je vais aussi manifester la mienne. Je passe sur la forme qu'on a évoquée tout à l'heure, le fait que le Rassemblement national vote la motion de LFI. Sur le fond, demain, en censurant ce gouvernement, le Rassemblement national va condamner 17 millions de Français à payer plus d'impôts sur le revenu, dont 400 000 Français qui vont rentrer dans le barème. Vous pouvez dire non, mais c'est la vérité. Mais je vous répondrai. Je crois qu'en censurant ce gouvernement, le Rassemblement national va condamner le budget du ministère de l'Intérieur,
moins 750 millions dont je crois que nos forces de l'ordre auraient bien eu besoin. En votant cette censure, le Rassemblement national va condamner le budget des armées, moins 3,3 milliards d'euros, dont nous avons besoin, par exemple, pour lancer la commande du porte-avions, pour réarmer une partie de nos soldats, pour apporter un soutien à l'Ukraine. Certains partis ont été moins allants sur ce sujet que d'autres. Je crois qu'en votant la censure, le Rassemblement national va aussi condamner le budget du ministère de la Justice, avec des baisses massives de dépenses, et vous le savez. Et ce sont des dépenses qui ont toutes, elles, été compensées. Nous avons demandé, on vous a proposé, je finis juste sur ce point. Non, mais c'est pour expliquer que c'est parce que le mécanisme veut qu'après, on applique, si le budget n'est pas voté, le budget de l'année d'avant. Donc c'est là où il manque de l'argent. Et je vais juste finir sur ce point parce que Laurent Jacobelli, je comprends, a été long tout à l'heure. Le Rassemblement national explique que l'on peut amender une loi d'urgence. C'est faux. Cela a été fait une fois en 1979. Depuis, nous avons réformé nos lois organiques qui l'interdisent désormais, ce qui prouve bien que nous ne pourrons pas changer le barème de l'impôt sur le revenu. Pardonnez-moi, c'est un peu technique, mais le résultat est simple. 17 millions de Français vont voir leur facture sur l'impôt sur le revenu augmenter. 400 000 Français vont payer l'impôt sur le revenu en plus. C'est la chose que nous voulions éviter. Et c'est à quel moment que les extraterrestres envahissent la planète? Parce que ça manque encore dans votre récit. Non, mais écoutez, je pense qu'on a eu jusqu'ici le débat est sérieux, un débat sérieux. Tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas mentir à nos auditeurs et pas essayer de leur faire peur. Donc je vais essayer de répondre. Je vous retourne la remarque. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi vous votez la censure de la politique migratoire la plus à droite de la 5e République. Comme si la France n'aurait plus jamais de budget, ce qui, je crois, n'est pas tout à fait possible. C'est pas ce qu'a dit Charles Rodon. Sauf qu'il manquait de l'argent. Sauf que du coup, il y aura une loi intermédiaire qui sera votée, que nous pouvons amender. Je suis désolé de vous le dire. C'est faux. Le Conseil constitutionnel ne pourrait revenir éventuellement, et d'ailleurs c'est contestable, que si le gouvernement contestait justement le fait que nous amendions pour faire en sorte que les Français ne payent pas plus d'impôts. Je n'ose pas imaginer que vous soyez vicieux à ce point-là. Donc, je n'ai pas compris votre explication. Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Vous êtes conscient de ça? Tout à fait, j'en suis conscient. Et vous ne pouvez pas amender une loi d'urgence. Mais si on peut. Vous êtes conscient. On peut le faire. Et d'ailleurs, j'espère que l'Europe fact-checkera. Elle checkera que Alexandre Chauveau est là pour fact-checker. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Et si jamais le Conseil constitutionnel devait intervenir, c'est parce que vous l'auriez saisi. J'ose espérer que vous n'auriez pas cette cruauté. Deuxièmement, vous n'avez pas dit les points bénéfiques. Si nous devions reprendre le budget de 2024, ça veut dire que 17 millions de retraités verront leur retraite réindexée. 17 millions de retraités verront leur retraite réindexée au 1er janvier. Le chiffre est faux, monsieur Jacobelli, j'en suis désolé. 17 millions, c'est le nombre de Français qui vont payer plus d'impôts sur le revenu. Non. Il y a 17 millions que vous mélangez les chiffres. Non, pas du tout. Monsieur Barnier, qui à l'instant prévient que 8 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter si le budget n'est pas adopté. Vous voyez, même le Premier ministre est d'accord avec moi. C'est 17,6 millions, il vient de dire 18 millions. Bon, vous êtes seul contre le Premier ministre et contre moi. Mais c'est pas très grave. Une fois encore, il y aura un nouveau budget. Vous imaginez bien que la France ne va pas rester sans budget, que oui, nous paierons les policiers. Oui, bien sûr, il y aura des investissements dans l'armée. Arrêtez de faire croire ça. Je veux bien qu'on discute sur comment dirais-je, la pertinence de certains investissements. Je veux bien qu'on discute de la hausse ou de la baisse des taxes. Ça, c'est un débat de fond qui est intéressant. Mais faire croire que demain, tout s'arrête, qu'il faut ne plus avoir de budget, il y aura un nouveau budget. Et j'espère, justement, encore, que vous serez assez intelligent pour réintégrer ce qu'il y avait de bon dans ce budget, dans le futur budget. Vous ou les collègues qui... Puisque le Premier ministre Michel Barnier parle en ce moment, je voudrais qu'on écoute le passage il y a quelques minutes où il disait qu'il n'y avait malheureusement, qu'il regrettait qu'il n'y avait pas de dialogue avec le Parti socialiste, donc la gauche modérée. Quand je suis arrivé dans ce bureau, j'ai appelé 2 ou 3 dirigeants du Parti socialiste, notamment M. Faure ou M. Vallaud. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, l'un et l'autre? Ils m'ont dit, on ne veut pas vous voir maintenant, et de toute façon, on vote la censure. Ils m'ont dit ça, écoutez-moi bien, avant que j'ouvre la bouche, et avant que je dise quel sera le gouvernement, et puis quand ils viennent me voir, comme la semaine dernière, je les reçois avec beaucoup d'attention, ils me présentent un programme qui est quasiment, ou une lettre, qui est quasiment le programme du nouveau Front populaire. Donc il n'y a pas beaucoup de discussions possibles. Bah, si, parce qu'il y avait des mesures qui étaient communes avec le RN. Donc il y avait oui, on en a pris quelques-unes. On en a pris quelques-unes. La discussion n'était pas possible. C'était pas tout ou rien le programme du nouveau Front populaire. C'est pas possible. Alexandre Chauveau, ça c'est un peu comme dans les histoires d'amour, il y a toujours 2 versions. On a entendu Boris Vallaud dire pratiquement l'exact contraire dans la salle des 4 colonnes hier.
Oui, mais pour donner un avis très personnel, je pense que Michel Barnier se fourvoie depuis le début à penser qu'il peut décrocher le PS du nouveau Front Populaire. C'est une erreur stratégique. Il a tout fait pour pour aller chercher un ministre, Didier Migaud, pour ne pas le nommer, socialiste, pour espérer, pour donner l'impression d'un rassemblement, alors que Didier Migaud, on le voit bien, on va le voir demain, ne lui rapporte strictement aucune voix à l'Assemblée. Le PS censure parce que Jean-Luc Mélenchon demande à ce que le PS censure et parce qu'ils sont tenus par un accord électoral. Par conséquent, je pense qu'il aurait dû assumer, quitte à s'attirer des cris d'orfraie de la gauche, etc., de gouverner un peu comme le fait Retailleau, c'est-à-dire sans se jeter dans les bras du RN, mais en considérant le RN. Et depuis le début, c'était à mon avis une impasse de vouloir gouverner avec le PS, et on en voit les résultats. D'accord aujourd'hui. là-dessus, Charles Rodwell? Alors je pense jamais. Non, mais la raison pour laquelle, comme le dit M. Chauveau, nous y avons cru, c'est tout simplement dans le groupe des socialistes. Vous avez des députés comme l'ancien président de la République, François Hollande, mon Dieu, qui a été président de la République pendant les attentats. C'est Laurent Jacobelli qui a dit mon Dieu. Non, mais qui a été président de la République. Non, mais c'est terrifiant. Mais pardonnez-moi de rebondir, mais qui a été président de la République pendant les attentats du Bataclan, qui a été président de la République pendant les attentats de l'Hypercacher, les frères Kouachi, qui a été président de la République nous avons combattu pendant des années. Nous nous sommes dit, il va être ouvert aux discussions républicaines, qui seront peut-être coûteuses, mais qui seront sur la table. François Hollande et ses amis préfèrent cautionner la politique pro-Hamas qui consiste à dire que les attentats du 7 octobre sont des attaques légitimes. Mais vous aussi? Moi aussi. Et c'est-à-dire, expliquez-moi. Mais c'est-à-dire que qui vote la motion de censure de LFI, vous coupez beaucoup la parole. En l'occurrence, c'est vous qui l'avez coupé. Tout à fait. C'est pas faux, je reconnais. C'est un peu gros. C'est pas faux. Voilà. Allez, je vous donne le point là-dessus. Beaucoup de vos collègues ont été élus parce que la France Insoumise s'est désistée pour vous. Et M. Gabriel Attal, qui est le patron de la majorité, a appelé ses propres députés à se désister pour faire gagner LFI. Donc, vous aussi, vous êtes allé voir les antisémites. Vous aussi, vous êtes allé voir les pro-Hamas. Vous aussi, vous êtes allé voir les fichiers S, alors, en l'occurrence, Laurent Jacobelli, vous êtes mal tombé. Vous êtes mal tombé parce que vous tombez sur l'un des députés du bloc central. Il fallait lire vos fiches avant de venir. Vous êtes le représentant. On parle du socle commun. Michel Barnier vient de le dire. Je vais rebondir sur ce point. Dans ma circonscription, je fais ceci, je fais cela. Alors on va marquer une pause. Non, je veux juste finir sur ce point. Vous allez finir tout à l'heure. Il est extrêmement important. C'est moi qui décide dans cette émission ce qui fait de soutenir la France Insoumise dans ma circonscription. En revanche, c'est vous qui allez voter la motion de censure LFI. Et j'en suis désolé de voir que vous allez préférer soutenir la motion LFI plutôt que la politique migratoire de Bruno Retailleau. Vous avez de l'avenir devant vous. 9h moins le quart, le rappel de l'actualité dans un instant. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Charles Rodwell, député EPR des Yvelines, toujours avec Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, Michel Barnier. Et effectivement, nous avions eu une information, nous à Europe 1, comme quoi il était plutôt fanat de rester. Si jamais Emmanuel Macron lui donnait cette possibilité de le renommer, puisque comme le dit le service politique d'Europe 1 depuis le début de cette journée, il y a cette possibilité. Rappelons-le, le chef de l'État peut renommer le même Premier ministre. On s'était d'ailleurs posé la question s'il allait renommer Attal encore en juillet dernier. On s'en souvient. Et bien là, voilà ce que dit rapidement Michel Barnier concernant cette éventualité. J'ai envie de servir, je vous ai dit que c'était un grand honneur, mais qu'est-ce que ça a comme sens que si je tombe demain, après-demain, on me retrouve là, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, franchement. Franchement, ça n'a pas de sens. Mais il a dit ça avant, juste avant, il disait ça. Je vous confirme que je reste à l'écoute, franchement. Je reste à l'écoute. Et si je dois rester ici comme Premier ministre, non pas pour moi-même, mais pour essayer de continuer à servir, je vous redis que ma porte sera ouverte, que je suis prêt à travailler avec tous les groupes politiques pour améliorer, parce que ce budget n'est pas parfait, il y a encore des discussions possibles sur le projet de loi de finances. Et puis, il y a plein de sujets pour après, mais on va y pour les 6 mois qui viennent. Ils doivent être des mois utiles. Bon, alors, je reste à l'écoute, mais ça n'a pas de sens si je reste, mais donc, de toute façon, je reste. Bon, Charles Rodwell, vous comprenez quelque chose? Mais tout dépend, Michel Barnier vient de le dire, de qui le censurage. Je viens de vérifier le chiffre sur lequel nous avions un débat. Ce sont bien 17 millions de Français qui auront l'impôt sur le revenu augmenté, qui paieront plus d'impôt sur le revenu. Il y a 17 millions de retraités en France. Vous verrez bien. Aussi, vous êtes tous les deux vérifiés. Voilà. Donc on a tous les deux raison. On demandera à Michel Barnier de vérifier puisque lui dit 8 millions. Nous le soutiendrons tout simplement parce que nous croyons que le budget qui a été présenté est le seul qui peut permettre de rétablir les comptes publics. Moi, j'entends le RN dire que de toute façon, il y aura un budget derrière, mais j'aimerais bien savoir quel budget.
C'est-à-dire que on a entendu beaucoup de propositions sur la déextinction des retraites. J'ai lu d'ailleurs avec grande attention le contre-budget que vous proposez. Merci. Le gros problème, c'est que lorsqu'on fait les comptes, nationalisation des 2 autoroutes, 40 à 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Là, vous parlez du projet présidentiel, pas du contre-budget. Oui, non, mais je l'analyse. Et d'ailleurs, la nationalisation est aussi mentionnée. Elle est mentionnée dans la préparation de celle-ci. L'abrogation de la réforme des retraites, près de 20 milliards d'euros. Et j'aimerais comprendre comment on rétablit les comptes. Une fois encore, quand vous mentionnez intellectuellement honnête. Je le suis. Je pense que ça fait 2 fois que vous le dites. Je trouve que vous avez beaucoup de mépris. Je suis très surpris auprès de vos électeurs. Que vous preniez les éléments de langage de gens un peu plus malhonnêtes intellectuellement. Vous confondez le programme présidentiel que nous assumons, mais qui est une autre échéance, avec le contre-budget que nous avons présenté. Dans le contre-budget, nous avons privilégié la baisse de la dépense d'État, la mauvaise dépense. Est-ce que vous pouvez me citer une mesure? Oui. L'aide médicale d'État, 1 milliard. C'est fait dans le budget actuel. Non, 1 milliard. Non, c'est fait dans le budget actuel. Non, c'est une autre mesure. Millions. Donc 1 milliard. C'est pas très bien. 1 milliard. Pas fait. Non, mais une autre mesure. Faire l'ensemble des mesures. Oui, il est bien là le problème. Si Pierre de Villeneuve me donne volontiers. Non, mais pas une heure. Mais c'est juste. Il est bien là le problème, monsieur Villeneuve. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'AME. Bon, les comités Théodule, etc. Quelles que sont les agences. On appelle les agences, mais ça c'est très peu d'argent, Laurent Jacobelli. Plusieurs centaines de millions d'aides au développement. 5 milliards. Je comprends que vous soyez embarrassé par ma question. Mais non, parce que je vous réponds. Je suis pas du tout embarrassé. Je suis même très tranquille. 5 milliards. On a dit calmement. 5 milliards de baisse dans la contribution au budget européen. C'est-à-dire revenir finalement à la contribution de l'année dernière. Toutes ces mesures cumulées permettent de renoncer à la désindexation des retraites, au déremboursement des soins. Là, si je fais les comptes avec ce que vous m'avez dit, on est à peu près une dizaine de milliards d'euros. Si on prend votre abrogation de la réforme des retraites, on est à 20 milliards. Et si on prend rien que la mesure que vous proposez de réindexation, on est à 6 milliards d'euros. Allez sur le site du Rassemblement National, vous verrez, c'est intéressant. Et les électeurs sur le site de l'Assemblée nationale, nous verrons que le Rassemblement national a voté la motion de LFI. D'une démission d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre ça. Écoutez ce que dit Michel Barnier là-dessus. Gérald de Gaulle était le chef de la Ve République, c'est lui qui a voulu ces institutions et qui garantissent une forme de stabilité. Et je pense qu'il faut faire très attention à cette stabilité. Le président de la République, il a été élu pour 5 ans, il a la légitimité populaire, il a été clairement élu et il est, au nom de ces institutions, l'un des garants de la stabilité de notre pays. Il n'a jamais évoqué avec vous cette hypothèse de raccourcir son mandat. Et ni lui avec moi, ni moi avec lui. Bon, là-dessus, on est clair, il n'y aura pas de démission d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen souhaite cette démission. Elle l'a laissé entendre à plusieurs micros tendus, on l'a entendu. Là-dessus, il faut être clair. On va être très clair. Le seul qui peut décider qu'Emmanuel Macron démissionne, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Donc on va pas réécrire la Ve République. Vous savez, j'ai beaucoup de respect. Même si au RN, on souhaite cette démission pour des présidentielles anticipées. Mais nous sommes en profond désaccord avec Emmanuel Macron. Comme des millions de Français, nous ne souhaitons pas le voir à la présidence de la République, mais nous ne demandons pas sa démission comme un élément clé. Pourquoi ? Parce que ça dépend de lui et que ce n'est pas quelque chose que l'on met dans la balance. Mais est-ce que vous la souhaitez au détriment de la stabilité qu'avance Michel Barnier à l'instant? Mais moi, je ne suis pas sûr que de ne pas avoir Emmanuel Macron jouerait contre la stabilité du pays. Les gilets jaunes, les manifestations, les agriculteurs dans la rue, les propos assez dérangeants par rapport à des chefs d'État étrangers. Les conditions dans lesquelles une présidentielle serait organisée aujourd'hui, ça serait stable. Mais c'est pas notre débat. En fait, c'est pas notre débat. Nous, on met pas ça sur la table. Donc, moi, je veux bien vous répondre gentiment parce que vous m'invitez et que vous posez des questions pertinentes et que je vous réponds. Merci. Mais c'est pas une demande que nous faisons. Nous, on dit, le plus tôt possible, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Et puisqu'il faut nommer un nouveau Premier ministre, nous avons quelques exigences, non pas sur qui il doit être, mais qui il ne doit pas être. Il ne doit pas être de gauche. Ça, nous censurerons. Il ne doit pas être hostile ouvertement au Rassemblement national. Et ça doit être un homme d'écoute. Et c'est pour ces conditions-là que nous avions dit que nous ne censurerions pas a priori Monsieur Michel Barnier. Vous voyez, c'est très raisonnable en fait. Donc j'aimerais bien que tout le monde soit aussi raisonnable que ça. Charles Rodwell, en une minute, même en 40 secondes. Une remarque, le RN appelle à un Premier ministre de droite qui a une politique migratoire très ferme. Nous avons actuellement un Premier ministre de droite qui porte la politique migratoire la plus à droite de la Ve République. Quel texte ? Demain, le RN censurera le gouvernement. On constate là encore, une nouvelle fois, en votant la motion de censure, la France Insoumise, pardonnez-moi, j'ai du mal à comprendre la cohérence entre les paroles et les actes.
Alexandre Chauveau, un dernier mot. C'est une dernière question pour Laurent Jacobelli. Il se dit que Sébastien Lecornu tiendrait la corde si Michel Barnier et son gouvernement venaient à tomber. Est-ce que vous censurez Sébastien Lecornu ou est-ce que c'est un profil qui vous convient? Allez, moi je ne sais pas avec quel gouvernement pour faire quelle politique, c'est quand même très compliqué. Si vous voulez me faire... Vous connaissez le profil de Sébastien Lecornu? Je le connais bien puisqu'on a travaillé ensemble, pas dans le Marine même Le Pen le connaît bien sur la loi de programmation militaire. Monsieur Sébastien Lecornu n'a jamais prononcé, je crois, de paroles hostiles aux électeurs ou à la politique du Rassemblement national. Il nous combat politiquement, mais toujours dans le respect. Il n'est pas de gauche. Mais une fois encore, s'il nous dit qu'il va travailler avec LFI pour créer encore plus d'impôts, ça fera pas l'affaire. Hein. Donc, je ne vais pas me substituer au président de la République ce soir, c'est à lui de décider et nous verrons bien les profils qui nous seront présentés. Bien évidemment, une fois encore, nous serons raisonnables, sérieux et nous ne voulons pas agiter les institutions et surtout pas jouer avec les peurs comme le font certains. Et Michel Barnier a en effet affirmé que 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter si le budget 2025 n'était pas adopté. C'était une coquille de l'agence France Presse. Tout le monde avait raison. Les enfants d'Europe 1 tout de suite. Merci Charles Rodwell, merci Laurent Jacobelli.